Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de l'actualité de ce mercredi, les cas de bronchiolite augmentent au service pédiatrique de Taoné. L'infection respiratoire touche les bébés de moins de 2 ans. Vous entendrez les recommandations des médecins. La fiscalité évolue dans le secteur de l'agriculture. À partir de l'année prochaine, tous les producteurs devraient être assujettis à la CST, y compris les petits exploitants. L'Aumône-Œil de Tahiti célèbre le 30e anniversaire de son appellation d'origine. 5 entreprises se partagent le marché. Quelle perspective pour le secteur? Réponse dans un instant. La communauté du rugby se mobilise pour venir en aide au Tonga après la violente éruption volcanique et le tsunami qui ont frappé l'archipel. 2 matchs sont prévus au stade de la Fataoa. Le rugbyman professionnel Damien Chouli accompagnera le 15 du Pacifique. Il est notre invité ce soir. Et puis, l'une de nos équipes a assisté à l'entraînement d'une quarantaine de policiers. Les forces de l'ordre ont recours à des techniques très spécifiques pour faire face aux situations de violence. L'inquiétude gagne les professionnels de santé du centre hospitalier de Taoné. Le service pédiatrique est occupé à 80% par des cas de bronchiolite. Le personnel du service est débordé et craint une saturation. Le point avec James O et Rohan Pautoru. Depuis plusieurs semaines, le service de pédiatrie du CHPF fonctionne à flux tendu. En cause, une augmentation des cas de bronchiolite chez les nourrissons. Ils sont actuellement une quinzaine répartis dans les 3 unités de soins conventionnels. Alors là, on a affaire à un enfant qui a une bronchiolite AVRS positif, qui est chez nous depuis ce week-end avec des difficultés au niveau de la respiration. Elle respire beaucoup plus vite et elle est très encombrée. Donc on est là pour l'aider à mieux respirer avec la machine qu'on appelle l'Optiflow et on lui fait des nettoyages de nez régulièrement pour la dégager et pour qu'elle puisse boire correctement. Pour le chef de service, le docteur Jérôme Pache, cette recrudescence peut s'expliquer par l'abandon du port du masque et le relâchement des gestes barrières. La bronchiolite est une infection respiratoire aiguë des petites bronches causée par le très contagieux VRS, le virus respiratoire syncytial. Le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants en ce moment qui aient ces bronchiolites sévères fait qu'on est un peu débordé parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de systèmes de ventilation non invasive, assez de chambres qui peuvent procurer la surveillance et l'oxygène pour ces enfants. Maladie le plus souvent bénigne, la bronchiolite se manifeste au départ par un simple rhume et atteint principalement l'enfant de moins de 2 ans. En revanche, chez le nourrisson de 3 à 6 mois, elle peut être potentiellement grave. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'il n'arrive pas jusqu'à nous. Quand on a des malades dans une famille, papa et maman se protègent avec un masque, se lavent les mains avec la solution hydroalcoolique quand ils s'occupent du bébé, il n'y a qu'eux qui s'occupent du bébé. Il ne faut pas laisser les enfants d'âge scolaire s'en approcher et sûrement pas des adultes plus âgés qui ne sont ni le papa ni la maman. Toux, écoulement nasal, respiration sifflante, difficulté à s'alimenter. Si votre nourrisson présente ces symptômes, il est recommandé de consulter rapidement votre pédiatre. Santé toujours, attention au chocolat Kinder, Chocobon et Happy Moments. Plusieurs cas de salmonellose ont été détectés en France. Par précaution, la BRAPAC rappelle ces produits lorsque leur date de péremption est comprise entre le 7 juin et le 2 août 2022. Le Bureau de santé environnementale procède en ce moment à des inspections. Écoutez les précisions de la directrice Glenda Menix. C'est un gène qui est très dangereux parce que les enfants peuvent avoir des séquelles après si ils sont très malades. C'est pour ça par principe de précaution, on préfère faire retirer tout ce qu'il y a là, tout ce qui est indiqué sur la liste. Et après, dans les visites que nos agents ont pu mener hier, il y a certaines marques qui sont plutôt présentes. On a surtout retrouvé un seul produit, voire un deuxième, mais tout le reste, il n'y en avait pas. Voilà, interview signée Rohan Pautoru. Ce projet de texte à présent qui prévoit d'assujettir les agriculteurs à la CST, la contribution de solidarité territoriale. Jusqu'à maintenant, seules les grosses exploitations avec un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions de francs étaient contraintes de déclarer leurs revenus. Avec cette petite révolution fiscale, tous les agriculteurs devront tenir leur comptabilité. Le point avec Lucille Guichet-Tirao, Mirko Manfo et Maruki Duri. C'est une petite exploitation bio d'1 hectare. Tuhani Pujibay cultive du gingembre, des patates douces ou encore du taro. Jusqu'à maintenant, il ne déclarait ses revenus qu'à la CPS afin d'être à jour de ses cotisations et conserver sa couverture sociale.
Désormais, il devra aussi déclarer ses revenus à la direction des impôts et contributions publiques. Je pense que ça va un peu pour moi. J'ai fait l'école, donc je suis un petit peu habitué à tout ça. Mais je pense un peu à d'autres agriculteurs qui n'ont pas forcément les connaissances, les compétences pour tenir une comptabilité, quoi. Un projet de texte prévoit en effet que tous les agriculteurs devront déclarer leurs recettes, et ce, dès le premier franc. Auparavant, seules les grosses exploitations avec un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions de francs y étaient soumises. En ligne de mire, cotiser à la CSTA, même si le projet est encore flou. Les grands agriculteurs, ils ont déjà l'habitude, donc ils ont déjà en place sur la déclaration. Par contre, les petits agriculteurs, ils ont du mal. Je pense qu'il y aura une formation avec la DAG, avec la Chambre d'agriculture, justement pour accompagner ces petits agriculteurs à faire leur déclaration pour qu'il y ait une traçabilité quand ils vendent leurs produits dans le commerce. Pour le moment, je n'ai aucune idée sur les tranches. Peut-être les jours à venir, on pourra savoir quelles sont leurs participations. Sollicité, le ministère de l'Agriculture n'a pas donné suite à nos demandes d'interview ni de données chiffrées. 400 tonnes de Mon-Oeil par an, c'est ce que produit la Polynésie française. L'appellation Mon-Oeil de Tahiti fête ses 30 ans, une certification qui permet de lutter contre les contrefaçons. Aujourd'hui, la filière génère plus de 200 emplois directs et elle espère encore se développer en devenant une AOP, une appellation d'origine protégée. Reportage Stéphane Ratino et Jacques Damour. Tout tourne rond à l'image de la planète où sur les deux hémisphères, le Mon-Oeil de Tahiti captive avec ses sens capiteux. Dans cette fabrique de Fa'a, l'international est un horizon, une conquête. Depuis plus de 50 ans, le marché s'est élargi au-delà des frontières du Fénois. À base de produits authentiques, de certifications, 60% du chiffre d'affaires est à l'étranger, le rêve tahitien sur la peau. Le Mon-Oeil véhicule également l'image de Tahiti, l'image du soleil, des vacances, mais au-delà de ça, du fait de son intégration dans des formules cosmétiques, il apporte également une notion de soin, de bien-être à tous les produits. Essayer de trouver d'autres formulations qui pourraient accepter le Mon-Oeil. Et en effet, le Mon-Oeil est un ingrédient qui se marie très bien avec d'autres ingrédients pour toute une diversité de produits cosmétiques. Cette petite fleur, c'est le quotidien de Juliette et de son mari, plus de 20 ans. Un vrai travail autour de 1500 plants répartis sur 1,5 hectare. Les journées sont harassantes. Une partie des fleurs est destinée aux particuliers, mais la majorité de la production va au laboratoire. La demande est là, elle ne faiblit pas. Pour le moment, ça va encore. Il y a beaucoup de manifestations, là ça marche. Il y a les cosmétiques. Les cosmétiques demandent de plus en plus de tirer ? Oui, ils en demandent, et puis des fois on n'a pas assez. Hein. Les gens ont des terres, ils veulent planter, mais avec tous ces problèmes de terre imbibée, ça n'aide pas les horticulteurs. Hein. Depuis 30 ans, l'appellation Mon-Oeil de Tahiti a conforté la filière. Elle a posé les savoir-faire et surtout par son cahier des charges, elle garantit l'authenticité, pas de tricherie. Ce label favorise l'exportation, mais il faut se prémunir. Dans certains pays, des contrefaçons existent, l'appellation agit. Ces fonds sont utilisés avec une batterie d'avocats dispersés dans le monde entier pour justement défendre ce savoir-faire à l'international parce qu'il est envié de par ce qu'il représente d'un point de vue produit, d'un point de vue aussi économique. 400 tonnes de Mon-Oeil sont chaque année produites. Avec le coco, la petite fleur de tiare est magique. Ainsi, la Polynésie est grande sur la carte des élégances cosmétiques. Le gouvernement a présenté cet après-midi les premières mesures de son plan de sauvegarde du pouvoir d'achat. La liste des produits de première nécessité est élargie, notamment dans les îles. Les produits de grande consommation et les œufs seront exonérés de TVA et de CPS, la fameuse contribution pour la solidarité. Les bois de construction seront exonérés des droits et taxes à l'importation. Le coût de ces mesures pris en charge par le budget du pays est estimé à 10 milliards de francs pacifiques. Yvonne Raffin précise à Patrick Tsing et Miri Tumatariri pourquoi la liste des PPN sera élargie dans les îles et non pas à Tahiti et Moorea. L'idée, c'était d'élargir effectivement un certain nombre de la liste de PPN à certaines îles autres que Tahiti et Moorea.
de manière à pouvoir effectivement amortir peut-être un peu plus cette augmentation sur les matières, sur les prix dans les îles éloignées autres que Tahiti et Moorea. Justice, l'ancien leader du groupe de danse All-in-One Manava Akau est soupçonné d'être le commanditaire de l'importation des 21 kilos d'ice saisis sur un bateau de croisière à Raiatea le 17 mars dernier. Déjà incarcéré à Nutania pour une autre affaire, il a été reconduit en cellule après sa garde à vue et sa mise en examen. Une information de nos confrères de Tahiti Info. 4 habitations de l'île de Maupiti ont été entièrement détruites par les flammes la nuit dernière. Aidés par la population, les pompiers ont tenté de sauver les maisons sans succès. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le maire en appelle à l'OPH pour reloger les familles. Une grand-mère de 80 ans et son fils sont logés depuis hier soir à l'église adventiste. Et puis en Nouvelle-Calédonie, la dépression tropicale forte Philly se déplace vers le sud-est en perdant légèrement en intensité. Elle devrait repasser dépression tropicale modérée lorsque son centre se trouvera à environ 200 km au sud-ouest de Nouméa. Le monde du rugby au chevet des Tonga après l'éruption volcanique et le tsunami mi-janvier. 2 matchs sont prévus vendredi et samedi à la Fautaua. Les billets seront en vente à partir de demain au bureau de la Fédération de rugby. Un joueur de rugby professionnel parraine le 15 du Pacifique. Il compte 46 sélections en équipe de France. Il s'agit de Damien Chouli. Bonsoir Damien Chouli, bienvenue. Vous avez fait un long voyage depuis Perpignan pour accompagner le 15 du Pacifique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà la cause parce qu'il s'agit non seulement d'accompagner cette équipe militaire du 15 du Pacifique, mais aussi au travers de cet événement de récolter des fonds pour aider les îles Tonga qui ont subi des catastrophes naturelles en janvier dernier, et c'est ça le plus important. Alors que représentent les Tonga dans le monde du rugby? Mais ça fait partie de ces nations fortes du rugby mondial. Il y a beaucoup de Tongiens aussi qui évoluent en France, même dans mon équipe à Perpignan. Et il y a une grosse communauté, qu'ils soient professionnels ou pas d'ailleurs. Et je pense que c'était important à travers cet événement de pouvoir aider à notre niveau. Le rugby du Pacifique s'exporte de plus en plus dans l'Hexagone. Comment vous les trouvez sur le terrain? Par leur ADN, c'est des joueurs qui sont typés pour le rugby. Donc que ce soit les îles Fidji, même la Polynésie française, les Samoa, les Tonga, des morphotypes vraiment costauds, rapides, et tout ce qui fait aujourd'hui un bon joueur de rugby. Donc nous, on est content de pouvoir côtoyer ces joueurs-là et aussi les affronter, parce que c'est toute la richesse du rugby qui les représente. Oui, alors 2 matchs sont au programme. Vendredi, la sélection tahitienne joue contre Fidji, et samedi, le 15 du Pacifique joue contre un autre groupe des Fidji. Ce sera une balade de santé ou il y aura de l'action? Non, il y aura de l'action. Ça sera loin d'être une balade de santé. Quand on dit les Fidji, on parle d'équipes notamment des moins de 20 ans en développement, donc c'est un peu l'antichambre de l'équipe nationale fidjienne. Les futurs pros, les futurs stars en devenir. Il y aura vraiment du spectacle, et j'encourage tout le monde à venir voir ces 2 matchs vendredi et samedi. Ouais. Vous serez là en quelque sorte en tant que parrain. Vous ne pouvez pas jouer pour question d'assurance. Oui, bien sûr. Je suis professionnel, je joue à Perpignan, donc j'ai eu l'accord pour être détaché et participer à cet événement. Je remercie d'ailleurs prestigieuse équipe, l'USAP. Bien sûr, ouais. Donc je remercie d'ailleurs le club de m'avoir laissé partir comme ça, mais la cause en vaut la peine. Et du coup, je pourrais pas jouer, mais j'accompagne cette équipe, ce 15 du Pacifique, depuis dimanche déjà, sur toute la semaine et sur toutes les sollicitations qu'on fait depuis le début. Et Mani Paea, un joueur de rugby professionnel tongien, est lui aussi de la partie. Oui, il devrait arriver bientôt. Ça fait partie. C'est le seul professionnel, mais en fait, il faut savoir que tous les joueurs du 15 du Pacifique sont militaires. Donc pour beaucoup évoluer en France, il y a quelques joueurs issus aussi de Tahiti. Donc ça, il faut le souligner aussi, c'est un petit clin d'œil.
Et voilà pour ce qui est de cette équipe. Merci beaucoup Damien Chouli d'avoir passé un moment avec nous ce soir. Je rappelle que l'événement Pacific Solidarity Tonga aura lieu donc vendredi et samedi. Des animations seront organisées la journée. L'entrée est prévue à 17h. Et notez que l'organisation lance un appel aux artistes locaux pour jouer bénévolement pour cet événement caritatif. Merci beaucoup. Ils exercent un métier parfois dangereux. Face à la violence, les policiers doivent recourir à des techniques de défense comme le menottage ou l'utilisation d'un bâton télescopique. Herevai Hoata et Patrick Tsinsing ont assisté à la formation d'une quarantaine de stagiaires du côté de Punaouia. Regardez. Ne vous inquiétez pas, ceci n'est qu'un exercice. Ils sont 40 policiers municipaux professionnels de la sécurité ici en formation. Certains d'entre eux ont même fait le déplacement depuis les îles pour apprendre à manier le bâton télescopique ou encore les techniques de menottage. Surtout pour nous, pour Taha, on a des personnes à emmener sur Taoné en centre psychiatrie. Donc la formation d'aujourd'hui pour le menottage, c'est très nécessaire pour nous, pour le transport des malades sur Papeete. En fait, je voulais le faire, cette formation, justement pour être formatrice plus tard. Tout ce que j'ai appris ici, je l'apporterai à Nukuhiva avec mes collègues de travail. Donc, weapon strike, on va commencer par frappe sur le côté armé. Face à l'augmentation des violences dans les rues, il est devenu primordial pour les forces de l'ordre d'apprendre de nouvelles techniques pour se protéger avec des professionnels comme Thierry Delief. La grosse révolution qu'on a par rapport à ce phénomène de cette montée de technique et sportive des gens qu'on interpelle, c'est de travailler en équipe et garder la distance et travailler bien sûr avec un bâton télescopique, parce que face à quelqu'un qui fait 150 kg et qui pratique très bien ce type de sport, le policier il a très peu de chance, celui qui n'est pas entraîné. Les 40 participants ont 3 jours pour acquérir le plus de connaissances possible avant de passer un test en fin de formation et espérer devenir à leur tour formateurs. À Taha, la population reprend ses activités après le Covid. Premier événement à renaître, le Taha Hula Contest au programme Fitness, Hula et Oriteiti. 200 personnes sont venues se faire plaisir lors de cette manifestation qui allie le sport et la culture. C'était la 4e édition de cet événement. L'association Taha Hula Mei, qui l'organise, a bien l'intention de le faire revivre chaque année. Ce soir, ne manquez pas le documentaire consacré à la pêche en Polynésie française. Le réalisateur Mark Richardson présente 15 techniques de pêche différentes, des secrets transmis de génération en génération. 52 minutes dans nos archipels. Voici un extrait. Nous gardons un lien privilégié avec la mer. C'est elle qui nous nourrit de toute sa générosité et qui grave dans nos mémoires de beaux souvenirs ensoleillés. Nous sommes à Tahiti. Et nous partons à la rencontre de Marius, un pêcheur de Ina qui construit lui-même son outil de pêche. Tout d'abord, intéressons-nous au cycle de vie des Ina. Ce sont des alevins, âgés de 1 à 2 mois que l'on retrouve en bord de mer. L'information principale de cette édition, les cas de bronchiolite augmentent au service pédiatrique de Taoné. L'infection respiratoire touche les bébés de moins de 2 ans. Le service pédiatrique est occupé à 80% par ces petits malades. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre les propositions des 12 candidats et Tahiti Info, premier tour, les enjeux locaux. Votre programme ce soir sur la première, après le module dédié à la présidentielle, l'émission Patetifa, donc avec le documentaire Rava'ai, puis l'émission Prenez soin de vous sur les douleurs articulaires. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.